Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission au format Super Friends. C'est dans cette émission qu'on va à la rencontre des personnes qui font vivre la pop culture par leur travail au quotidien. Vous le savez, cet automne 2024, il est marqué par la diffusion de plusieurs documentaires consacré au regretté Christopher Reeve, l'interprète de Superman dans le film éponyme qui est sorti maintenant, voilà, il y a plus de 45 ans. Et justement, il y a deux documentaires. Donc, il y a Superman, l'histoire de Christopher Reeve, et il y a Christopher Reeve, le Superman éternel. Et on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui les deux réalisateurs de ce documentaire. Donc, avec nous, il y a Philippe Gage. Salut Philippe. Salut Arnaud et merci à vous. Et il y a aussi Philippe Roure. Bonjour Philippe. Bonjour et merci. Voilà, donc on va pouvoir simplement vous reconnaître à vos voix puisque vous avez le même prénom, c'est la team Philippe qui est là. Et bien entendu, Corentin, t'es avec moi aussi. Salut. Donc moi j'ai une première question simplement puisque c'est la première fois qu'on discute ensemble dans ce cadre-là. Est-ce que vous pouvez juste raconter un peu juste votre rencontre et vos premières collaborations, parce que c'est quand même votre troisième documentaire ensemble. Donc est-ce qu'un de vous deux peut un petit peu juste me raconter comment vous en êtes venus à bosser ensemble? C'est toi qui décroche. Non, c'est toi. Ouais, non, c'est moi. Oui, non, j'avais mon premier documentaire, c'était Marvel 14, les super-héros contre la censure. 2010-11, je crois, parce qu'il y a une version pour Sci-Fi courte de 26 minutes et une version longue de 52 minutes pour TV5 Monde. Et ce documentaire au départ était un court-métrage qui s'est pas fait. Et je voulais Philippe Gage comme intervenant dans Marvel 14, les super-héros contre la censure, parce qu'il avait écrit un livre sur les super-héros. Et puis finalement, je n'ai pas eu besoin de lui. Ça a été un peu un running gag. Je l'ai appelé pour lui dire non, finalement non. Ça nous a pas empêché de devenir amis. Et il est venu me voir avec le projet de documentaire Marvel Renaissance. C'est lui qui oui, tout à fait. Quand j'ai eu en fait l'idée de Marvel Renaissance autour de 2010, notre amitié virile avec Philippe avait éclos. Et moi, je viens de la presse écrite. Je ne me voyais pas réaliser tout seul un 52 minutes pour un documentaire de 52 minutes pour la télé. Avec Philippe, on s'entendait très bien. Il était très légitime puisqu'il venait de faire Marvel 14. Et pour raconter l'histoire donc qu'on racontait dans Marvel Renaissance, donc à savoir, comme vous le savez, cette histoire de la chute de Marvel dans les années 90 et de sa renaissance pour le meilleur et pour le pire en se dirigeant vers Hollywood. Donc pour raconter cette histoire-là, je me suis dit vraiment que ça serait super de m'appuyer sur le savoir-faire de Philippe qui avait déjà fait un documentaire c'était 52 minutes. Si c'est 52. Voilà. Donc on est donc notre collaboration et notre relation de travail et relation amicale, elle s'est forgée vraiment au début des années 2010 grâce à Marvel Renaissance et c'est vrai qu'on a fait ce premier film ensemble à un moment où vraiment cette pop culture super héroïque qui avait déjà commencé sa mue vers le cinéma, mais qui commençait vraiment à devenir un phénomène de société, puisqu'on était tout juste après le rachat de Marvel par Disney, et on se dirigeait vers une industrie hollywoodienne qui se convertissait massivement au genre du blockbuster de super-héros. Donc notre documentaire, il est arrivé au bon moment à ce moment-là, et c'est vrai que Marvel Renaissance a connu un petit succès d'estime et une bonne petite exposition qui fait qu'on a toujours eu envie de retravailler ensemble. On a fait Marvel Univers dans la foulée, qui était un spin-off en gros de Marvel Renaissance, où on développait donc des thématiques dans ce deuxième documentaire qu'on n'avait pas eu le temps de développer dans Marvel Renaissance. Et puis lorsque j'ai nourri l'idée de ce documentaire, de Christopher Reeve, le Superman éternel, je me suis dit aussi que ça serait bien de un peu boucler la boucle avec un nouveau documentaire ensemble. J'avais envie de le refaire avec Philippe, parce que... D'autant qu'on avait un autre projet ensemble. Ouais, j'allais y venir parce qu'en fait vous vouliez faire un Marvel versus DC, sur internet où on dit que vous n'aviez pas trouvé de diffuseur, ce qui quand même à l'époque où vous vouliez le faire m'étonne énormément parce que pouvait pas y avoir plus porteur comme sujet, donc c'est chelou. On avait trouvé un diffuseur mais qui nous a lâchés et voilà, on était assez dégoûtés, et nos producteurs aussi. On voulait faire ça avec empreinte digitale.
à nouveau, avec qui on avait fait Marvel Renaissance et Marvel Univers, et ça s'est pas fait, donc c'est resté dans les tiroirs. Marvel DC versus Marvel, on avait mis DC en premier cette fois. Et c'est vrai qu'on est beaucoup resté sur cette frustration, en effet, de ce documentaire DC versus Marvel qui n'a jamais vu le jour, qui peut-être verra le jour un jour, qui sait. Et lorsque donc l'idée d'un documentaire à l'occasion des 20 ans de la mort de Christopher Reeve a commencé à mûrir en moi, je suis revenu naturellement vers Philippe parce que peut-être que moi-même j'ai un peu peur de me lancer dans l'aventure d'un documentaire en solo et que c'est très confort de le faire avec quelqu'un avec qui je m'entends bien, et avec qui on se complète très bien sur beaucoup de plans. J'avais l'expérience d'un documentaire que j'ai fait tout seul, moi, entre Marvel Univers et voilà, sur le magazine Lui, magazine de charme des années 60, 70, 80, sur 3 décennies. Et après, j'ai fait un bouquin aussi sur le même sujet. Et voilà, donc j'avais eu cette expérience d'un documentaire en solo et voilà, donc. Voilà, tout à fait. Mais j'avais une question avant qu'on parle de Christopher Reeves. Est-ce que c'est compliqué de monter un projet comme ça, un documentaire sur le thème des comics et des super-héros dans un pays qui a quand même considéré ça comme une culture de niche, on va dire, avec tout ce que ça demande d'intervenants étrangers, américains, d'ouvrir les archives de chez DC ou de chez Marvel. Est-ce que c'est plus difficile que pour d'autres sphères artistiques ou culturelles ? Oui, c'est plus difficile. Et je pense que notre documentaire, donc Christopher Reeve, le Superman éternel, n'aurait pas vu le jour si à la base nous n'avions pas une archive qui est celle de cette interview que j'ai faite de Christopher Reeve il y a 20 ans, qui était à l'époque dans le cadre du festival Jules Verne à Paris. Si on n'avait pas eu cette archive qu'on a retrouvée, exhumée, nettoyée et qui apporte vraiment un plus, qui est vraiment notre plus avec d'autres choses, mais qui est vraiment un plus très précieux pour le film. Si on n'avait pas eu cette archive, je pense que le documentaire n'aurait pas vu le jour. Et oui, je pense que même sur une licence aussi populaire que Superman, même sur un acteur qui est encore assez connu, qui reste quand même dans les mémoires, en tout cas de notre génération, même un acteur comme Christopher Reeve, eh bien, ça reste considéré comme un sujet de niche, qu'il est très difficile, voire impossible à vendre aux chaînes. J'en veux pour preuve l'exemple qu'il y a 2 ans, quand ce film était à un autre stade de sa vie, moi je l'avais proposé à un autre diffuseur, que je ne mentionnerai pas, un diffuseur dont le responsable des documentaires avait dit Christopher Reeve, qu'a-t-il fait finalement après Superman ? Est-ce que ça vaut vraiment le coup est-ce que c'est intéressant un documentaire sur Christopher Reeve ? Et puis Superman, c'est un truc de vieux geek. D'accord, très bien, merci, au revoir. Et le documentaire avait été refusé. Donc, et je veux dire, je pense vraiment que on n'aurait pas pu vendre ce documentaire sans le plus de l'archive de cette interview de Christopher Reeve. C'est très difficile. Il faut vraiment un plus. Il faut vraiment un plus comme l'archive qu'on a eu là pour convaincre les diffuseurs. C'est très difficile. À chaque fois, on entend. On a eu d'autres projets en commun aussi, autres que super-héros. Moi, j'en ai eu à titre personnel. On entend toujours la même chose. C'est des sujets de niche. Les gens connaissent pas cette partie de la vie de telle personne. Ouais. Si on veut faire un documentaire sur telle personne, c'est toujours le même truc. Si on n'a pas un truc un peu particulier, comme là l'archive, c'est vraiment difficile. C'est moins difficile de trouver un producteur parce qu'il y a des producteurs qui croient encore en vos projets et tout, mais derrière les producteurs rament pour trouver un diffuseur. On entend souvent les mêmes choses. Et c'est valable d'ailleurs d'une façon générale pour tous les documentaires. Enfin, l'industrie de la production du documentaire télé en France, c'est quand même de plus en plus difficile. Les guichets se raccourcissent, il y a de moins en moins de budget. Donc, à plus forte raison, quand vous n'avez pas en main un sujet considéré comme très très grand public, un docu sur un footballeur ou sur une Céline Dion ou que sais-je, quand bien même vous parlez de Superman et Christopher Reeve, ça reste considéré encore une fois comme un sujet de niche. Et donc les diffuseurs n'en veulent pas. Sujet de niche et problème de case aussi, comme tu disais tout à l'heure, c'est les choses qu'on entend le plus. Et justement, je vais quand même revenir sur cette archive qui est exceptionnelle en fait, parce que c'est en plus c'était rare d'avoir, j'imagine, une interview de Christopher Reeve accordée à un média français, en tout cas des Français, et en plus c'est une interview qui survient quelques mois avant son décès. Et tu l'avais jamais exploitée avant en fait, elle était restée inutilisée, parce que quand on regarde maintenant le documentaire et qu'on voit ce qu'il y rapporte, c'est quand même une discussion qui est super intéressante. Et moi, ça m'a vraiment tué de me dire, mais en fait, tu l'avais pas utilisée pendant 20 ans. C'est une très bonne question.
c'est une interview qui a été faite, donc, comme je l'ai dit, dans le cadre du festival Jules Verne à Paris, qui avait lieu chaque année au Grand Rex, organisé par l'association Jules Verne Aventure. C'est un festival donc qui s'est arrêté, je crois, en 2012, quelque chose comme ça. Moi, j'avais été engagé, alors à titre bénévole, pour partir là-bas à New York, dans l'État de New York, au domicile de Christopher Reeve, pour être le journaliste qui ferait cette interview, qui était filmée. Je remercie d'ailleurs Olivier Jalabert, qui était à l'époque manager de la boutique Album Comics à Paris, et qui m'avait très gentiment recommandé pour faire cette interview. On a tous fait ce travail, que ce soit lui ou Michel Viotte, le cadreur qui a filmé cette interview. On a tous fait ce travail bénévolement. Chapeauté par Jean-Christophe Joffre, qui était le co-dirigeant de Jules Verne Aventure. Et donc, moi, c'est vrai qu'à l'époque, moi, j'étais pigiste assez débutant, finalement. Tu vois, j'étais au début de ma trentaine. J'ai fait cette interview en étant à la fois totalement passionné, parce que moi j'ai été bouleversé depuis mon enfance par la vision du premier Superman et par l'incarnation qu'on a donnée Christopher Reeve. Donc à la fois de façon totalement passionnée, et aussi pour moi c'était une mission, c'était vraiment une commande, et j'ai un peu traité cette archive comme telle après, en la laissant pendant des années, j'avoue, oui, un peu dormir, prendre la poussière à la maison. D'ailleurs, c'était sous forme de VHS, quoi. Tu vois, on m'en avait donné une copie à l'époque. Et moi, il m'a fallu tout un parcours personnel, si tu veux. Déjà aussi, donc on était en 2004 quand cette interview a été faite, février 2004, 8 mois avant la mort de Christopher Reeve. Moi, après, tu vois, toutes les années qui ont suivi, moi j'ai fait mon parcours de journaliste pigiste. Il a fallu plusieurs années avant que je me sente légitime pour faire du documentaire télé, ce qui a été le cas donc avec Marvel Renaissance. On est donc déjà en 2012. Et puis ensuite, il a fallu que, tout simplement, c'est une expression cliché, mais ce sont les hasards de la vie qui ont fait que j'ai eu un cheminement personnel qui fait que je n'ai pas du tout pensé tout de suite à utiliser cette archive. En effet, il n'y a que aux alentours de, je dirais, les années 2019-2020 où je me suis dit, mais enfin, tu as ce document qui dort chez toi depuis des années, mais il faut en faire quelque chose. Enfin, c'est absolument... J'avais revécu... Un ami à moi avait transféré sur DVD, avait fait un transfert sur DVD de la cassette VHS, et c'est en revoyant en effet l'intégrale de cette interview, où il y avait à peu près donc 60 minutes de rush, que je me suis dit, mais enfin, c'est vraiment trop bête de laisser ce document, c'est un document historique, dormir comme ça. Et oui, en effet, ça a pris... quasiment presque 20 ans avant que ça monte au cerveau, quoi, tout simplement. Et je t'avoue que je n'ai pas tellement plus d'explications à te donner, à part de dire il aura fallu que ça mûrisse lentement en moi. Et puis il y avait aussi, on parlait d'exclusivité, d'interviews, de support pour séduire une chaîne. Il y a eu aussi de toute façon le fait que là c'était l'anniversaire cette année de la mort de Christopher Reeve, et il faut des événements comme ça. Quand on a fait Marvel Renaissance, c'était la première diffusion par Canal+ du film Avengers, on a été diffusé derrière. Il faut des événements comme ça autour desquels une chaîne peut construire une programmation, des événements, des choses, quoi. Pour que ça ait l'air sexy, quoi. Alors nous on se le disait quand le truc a été annoncé, c'est vrai que y a un autre documentaire qui a tombé en face, et bon, vous l'avez pas vu, nous non plus, mais là, pas encore. Mais là, il y a du coup plus d'images quand même qui viennent des comics. En tout cas, nous on trouvait, on a Mark Waid, on a Mark Millar, on a Janet Kahn. Comment on construit en fait Paul Levitt, comment on construit en fait le cheminement qui part justement de Jerry Siegel, Joe Shuster vers Christopher Reeve, et quel choix conscient on met dedans en tant que fan de BD? En fait, ni Philippe ni moi ne sommes certainement les plus érudits en comics, quand bien même nous, on a baigné dans la culture comics. Alors c'est vrai, principalement Marvel via les BD des éditions Lug. Donc on a grandi dans cette culture-là. On en a bouffé, alors moi à titre personnel j'en ai bouffé mais tous les jours entre l'âge de 5 ans et de 20 ans avant de m'éloigner de cette culture et avant ensuite d'y revenir via les premiers Spider-Man de Sam Raimi. Donc on n'est pas les plus érudits, mais on a toujours eu, et je pense qu'on l'aura jusqu'à la fin de nos jours, un attachement naturel à cet univers-là. Et quand l'idée de ce documentaire a mûri, il paraissait évident que dès le début, nous n'allions pas faire un documentaire uniquement sur Christopher Reeve, sa vie, son œuvre, mais sur la rencontre entre un mythe, Superman, qui vient donc de la bande dessinée,
qui a été la création de deux hommes dans un contexte très précis, deux hommes qui étaient des ados à l'époque, ou des tout jeunes adultes, donc Joe Shuster et Jerry Siegel, en plein milieu des années 30, dans l'Amérique des années 30, dans un contexte historique et économique très particulier. Et pour nous, il était évident qu'il fallait raconter donc la rencontre entre ce mythe qui est né dans des conditions très précises, des conditions historiques très précises, et un acteur, Christopher Reeve, qui est né donc au début des années 50 et qui allait contre toute attente, parce qu'il n'était absolument pas lecteur de comics, il n'était pas fan de cet univers, il était issu d'un milieu d'intellectuels de la côte est américain, et donc cette rencontre complètement, je veux dire, il a accepté de faire Superman, Christopher Reeve a postulé pour le rôle de Clark Kent, Kal-El, Superman, par intérêt, quoi, vraiment, parce qu'il s'est dit, bon, ça faisait quand même 2-3 ans qu'il grenouillait comme comédien, il jouait sur les planches, il avait eu un tout petit rôle dans ce film Sauver le Neptune, où on le voit vraiment le temps d'une ou deux scènes, et puis il avait un rôle dans un soap également, mais sa carrière en gros avait besoin d'un coup d'accélérateur, donc il a choisi de jouer Superman par pur intérêt, et pour nous c'était une histoire qu'il était absolument passionnant de raconter, cette apparente antinomie entre un acteur et le mythe. Apparente antinomie, puisque il s'est avéré que encore aujourd'hui on considère que Christopher Reeve est le plus grand et celui qui s'est le plus rapproché de ce que nous représentons être ce qu'est Superman. Et pour nous c'était évident qu'on n'allait pas se concentrer sur Christopher Reeve, mais qu'il fallait aussi parler du mythe. Donc parler du mythe, ça voulait dire parler dans le cadre d'un 60 minutes, donc il a fallu qu'on fasse des choix. Il fallait parler aussi de l'histoire du comic book, de l'histoire du phénomène Superman aux États-Unis, dans toutes les décennies qui ont précédé la sortie du film. Et donc ça impliquait des choix très vite à la fois pratiques, donc Mark Waid et Mark Millar, dont nous savions qu'ils étaient à la fois complètement légitimes pour parler de Superman, pour les raisons que vous-même vous connaissez, et aussi parce qu'on savait qu'ils étaient de très bons clients face caméra, puisqu'on les avait déjà interviewés pour Marvel Renaissance. Janet Kahn, pour nous, c'était un mythe qui était absolument magique. C'est une figure incontournable de l'histoire de DC Comics des années 70 et 80. On la voulait absolument pour ce documentaire, puisqu'elle était vraiment aux manettes au moment de la sortie du Superman de Donner. D'ailleurs, Janet Kahn nous a été présentée par Paul Levitz, qui a été vraiment super, qui a pris sa succession à la tête comme président de DC Comics dans les années 80. Et voilà notre choix de construction de ce documentaire. Il a été, si tu veux, en deux parties. La partie comic book avec à la fois donc des têtes qu'on connaissait déjà à titre personnel, Mark Waid et Mark Millar, et puis ces deux figures un peu historiques qui étaient de DC Comics, qui étaient Paul Levitz et Janet Kahn. Et l'autre partie, c'était la partie plus cinéma, en nous concentrant sur Ilya Salkind, le producteur du film, et qui a eu l'idée initiale de Superman. Et puis après, il y a plein de portes auxquelles on a frappé, et qui nous ont envoyé balader. Ça, on pourra vous faire la liste avec vous. Mais voilà, en gros, on a tenu à une ligne médiane entre un documentaire qui parlerait aux spécialistes des comics, tout en n'étant pas trop non plus dans le détail d'érudition, puisque nous-mêmes, nous ne sommes pas non plus des érudits. Et puis on a essayé de trouver cet équilibre entre cet aspect fan comics et le côté cinéma et destin d'un homme. Et plus que le côté fan, c'était aussi de passer par des gens, je pense à certains de nos intervenants, pour qui Superman a changé leur vie, quoi, en fait. Voilà, c'est ce qu'on voit dans le film, je veux rien spoiler, mais absolument. Certains, bon. Ok, Mark Millar, si, Mark Waid, mais qui les a bouleversés la première fois qu'ils ont vu le film enfant et qui a décidé de ce qu'ils allaient faire plus tard dans la vie, quoi. Et on a 2-3 personnages comme ça dans le film à travers lesquels on passe pour aborder cet angle-là, quoi. Et c'est vrai que c'est je pense une des forces du film, c'est que quand bien même ces gens que nous interviewons ne sont pas des superstars aux yeux du grand public, ils sont quand même tout à fait légitimes dans le cadre de notre sujet. Et en effet, comme Philippe vient de le dire, ils ont un rapport intime très
très puissant à Superman, que ce soit le mythe en général ou le film de Richard Donner. Et les entendre en parler, parfois être rattrapé par l'émotion devant la caméra, sans pour autant, tout en restant quand même assez sobre, et ben pour nous c'était vraiment un objectif prioritaire. J'avais aussi une question juste par rapport au titre, le Superman éternel, parce qu'on voit en fait avec le documentaire qu'il y a deux façons de le voir. Ce côté éternel, c'est d'une part effectivement Christopher Reeve reste le Superman qu'on connaît tous et qui reste tous dans notre imaginaire collectif, mais on sent aussi qu'il y avait une forme de malédiction en fait, puisqu'en fait il n'arrive pas à s'échapper du rôle de Superman et doit continuellement y revenir. Et je voulais savoir si il y avait cette dichotomie en fait qui était abordée aussi par le choix du titre. Absolument. Oui. D'ailleurs, alors le choix de ce titre est un peu risqué parce que si on le formule l'éternel Superman, du coup ça devient un peu péjoratif, quoi. Et c'est comme ça qu'on peut le ressentir aussi. Exactement. C'est pour ça qu'il était très important de rester sur le Superman éternel. L'ordre des deux mots évidemment change complètement le sens du titre et nous avons privilégié le Superman éternel parce que le sens principal que nous voulions donner à ce titre et au film, c'était à quel point Christopher Reeve reste à ce jour l'incarnation qui reste la plus frappante dans l'inconscient collectif. Et il y a il y a une puissance à ce mot éternel, une puissance émotionnelle qui correspond à ce que nous on ressent vis-à-vis de Christopher Reeve. Et en effet, on se disait quand même aussi qu'avec le Superman éternel, il y avait derrière aussi la notion du fait que le revers de la médaille pour Christopher Reeve a été évidemment d'être typecasté pour tout le reste de sa carrière dans ce rôle de Superman, dont il n'a jamais réussi à sortir. Parfois un petit peu de sa faute aussi, hein, c'est ce qu'on montre un peu dans le film, parce qu'il a refusé pour des raisons très légitimes et honorables, parce qu'il estimait que c'était des rôles qui n'étaient pas faits pour lui, mais il a refusé un nombre de rôles qui auraient pu l'aider à couper les ponts avec Superman, des rôles qu'il a refusés dans American Gigolo, dans L'Arme Fatale, dans Body Heat, le Bounty, et plein d'autres qu'on n'a pas eu le temps de citer dans le film, mais c'est des infos que vous pouvez retrouver assez facilement sur le net. Donc voilà. On avait une autre idée de titre, c'était et là c'est un scoop, c'était Christopher Reeve de Superman au surhomme. Et c'était pas mal aussi, mais on a préféré le côté éternel du titre qu'on a choisi. Ouais. C'était un gros brainstorming, comme il y en a eu beaucoup sur ce film. Il y a un choix aussi qui est opéré, après évidemment je pense que c'est lié au format, mais de rester quand même plus sur l'acteur, le comédien, le symbole de Superman, plus que sur le côté vie privée, ses éventuelles galères de couple, l'éducation de ses enfants, où alors on voit un peu qu'il fait du bateau, mais tout ce qu'il fait justement à côté, parce qu'il était aussi connu pour ça dans les magazines et tout, pareil c'est juste une question de manque de place ou une envie vraiment de rester sur la surface du côté Christopher Reeve était Superman dans la vraie vie, et quand il est Clark Kent chez lui, ça nous intéresse pas. Le film, c'est d'abord un portrait d'acteur, en fait. C'est comme disait Philippe tout à l'heure, c'est quelqu'un qui se rêvait de jouer Shakespeare et Tchekhov, qui voulait être sur les planches et qui se retrouve par accident, parce qu'il s'est rendu vraiment au casting parce que c'était pratique, parce qu'il avait un train à prendre à Grand Central à côté du rendez-vous, sinon il pensait même pas y aller. Donc c'est vraiment par accident qu'il se retrouve dans la peau de Superman. Donc il y avait d'abord ce côté portrait d'acteur, de toute façon, et j'ai perdu le film. Et de fait, je reprends. Mais c'est l'âge, ça, les gars. Ne dépassez jamais la cinquantaine. À partir du moment où on avait fait ce choix de rester sur, en effet, l'acteur, la carrière et sa rencontre avec le mythe et l'avant et l'après, dans le cadre d'un documentaire de 60 minutes, n'oublions pas ça, on n'avait plus trop le temps de s'attarder sur la vie privée. C'est une question très très importante, ça, de l'arbitrage entre vie privée, vie publique. Parce que ce qui lui est arrivé, l'homme qu'il était en privé, évidemment, dicte beaucoup de choses sur ses choix de carrière. Moi, en tant que journaliste, j'aime bien aussi aborder cet aspect-là, mais nous avons dû faire des choix. On a dû faire des choix, d'autant plus que ce documentaire a été fait sans la famille de Christopher Reeve, contrairement à nos confrères anglo-américains du documentaire Super Slashman. Ce film a été fait sans la famille de Christopher Reeve. À partir de là, nous n'avions pas accès à des archives familiales qui auraient justifié de développer le thème de la vie privée dans notre film. Et il nous a paru plus efficace, et je pense qu'on a vraiment bien fait, de rester sur un angle,
qui est vraiment le parcours public de Christopher Reeve et notre regard de fan et le regard des gens que nous interviewons dans le film qui sont dans la position qui incarnent comment il a été reçu dans l'inconscient collectif, cet acteur. Voilà, donc maintenant ici et là on glisse quand même quelques allusions dans le commentaire sur son divorce, sur ses enfants, sur sa passion. Tu mentionnais le bateau, c'était pas anodin pour nous, c'était important d'arriver à caser quelque part la thématique de la mer qui est fondamentale dans son existence, les courses de bateaux, etc. Parce que ça rejoint le besoin de cet homme d'être toujours... Il avait vraiment besoin de solitude, Christopher Reeve, malgré sa propension publique. Voilà, exactement. Mais oui, c'est pas toi qui as écrit ce film ou quoi? Et donc voilà, on a glissé des petites choses, mais oui, on a dû se concentrer sur l'aspect public majoritairement. Et puis le format audiovisuel des documentaires, la durée c'est 52 minutes. Bon, on a grappillé, on est à 60. Donc c'est déjà un peu plus, mais il faut faire des choix drastiques. Il y a des intervenants qui passent à la trappe, il y a des thématiques qui passent à la trappe aussi, ou qu'on évoque juste par une phrase dans le commentaire. Donc, D'ailleurs, dans ceux qui passent à la trappe, hein, on peut le dire, on avait fait Sarah Douglas notamment, qui incarne Ursa dans Superman 2, et qu'on voit aussi dans le premier Superman dans le début. Elle a été super devant la caméra, Sarah Douglas. On l'avait faite à Londres, mais on s'est aperçu au montage qu'en fait les choses qu'elle décrivait étaient vraiment surtout des rapports personnels qu'elle a eu avec Christopher Reeve, qui n'étaient pas forcément d'ailleurs très harmonieux pendant le tournage. Et elle nous racontait après comment son regard avait évolué sur lui après son accident. Ça rentrait pas dans le cadre finalement de la vie propre que le film a prise au fil du montage, et on a dû la couper au montage. Donc voilà. Beaucoup de choix douloureux à faire, mais on est heureux du résultat. Très bien, merci beaucoup Philippe et Philippe pour votre temps. Et merci à vous pour votre intérêt et vos questions très intéressantes. Hein. Tout à fait, merci. Et donc avec la magie du montage, dans quelques secondes, vous vous retrouverez également avec Pierre Arditi. Wow. Bien, déjà, bonjour Pierre Arditi. Bonjour jeune homme. C'est vraiment, je suis pas si jeune que ça, mais c'est vraiment en tout cas un énorme plaisir de vous avoir avec nous sur Comics Blog et sur First Print. J'ai une toute première question très basique en fait, puisque vous votre expérience sur le Superman avec Christopher Reeve, c'était votre première expérience de doublage, donc aussi votre rencontre peut-être avec le personnage. Comment vous l'aviez trouvé à l'époque? Est-ce que vous en souvenez encore? Très bien. Ça n'était pas ma première expérience de doublage. Ça, j'avais déjà beaucoup doublé. Beaucoup. Alors, c'est que Wikipédia nous ment, très bien. Voilà, beaucoup doublé, mais effectivement, quand on m'a proposé de faire Superman, puisque à l'époque je ne le connaissais pas du tout, Christopher Reeve, d'ailleurs, il n'y a pas grand monde qui le connaissait. Alors j'ai vu le film, bien sûr, que j'avais trouvé formidable. J'ai dû feuilleter des pages sur les aventures de Superman. J'avais surtout lu Mandrake. Moi, ça me plaisait beaucoup. Ça me plaît toujours beaucoup, d'ailleurs. Je ne suis pas un spécialiste des comics américains, mais alors, Mandrake, ça m'a plu. Et après avoir doublé, évidemment, Superman, je me suis jeté dedans aussi. Je me souviens, quand même, ça m'avait touché qu'on me demande de faire ça, parce que quand même, Superman, j'avais pas la même silhouette athlétique, j'étais quand même moins joli garçon, voilà. Et je me suis dit, s'il me voit comme ça, c'est vachement bien, c'est formidable. Et j'ai été très vite, admiratif de ce que faisait Christopher Reeve. Il est devenu très vite un compagnon de route. Et j'avais surtout apprécié cette manière qu'il avait. J'étais déjà, quand même, j'avais 37 ans, je crois, quelque chose comme ça. C'est 79, hein. Oui, en 79, j'allais m'apprêter à tourner Mon oncle d'Amérique avec Alain Resnais. Vous voyez, j'étais quand même pas un perdreau de l'année. Et j'avais été frappé par cette faculté qu'il avait à la fois d'incarner Superman, qui est un personnage culte, mythique, le chevalier blanc qui lève plus blanc que le blanc, bon, voilà, et parallèlement et à côté, Clive Clark, qui est l'essence même de ce que nous pourrons être, nous, parfois, et surtout avec les femmes, c'est-à-dire d'une maladresse, d'une timidité, d'une maladresse de son corps, de sa voix, de ses paroles, comme ça me touchait beaucoup. Par moments, je me voyais être mal à l'aise, ou ne pas avoir confiance en moi avec les dames, par exemple. Bon. Et ça m'amusait beaucoup d'être à la fois raide, comme une épée qui s'enfonce dans la roche comme du Randall, d'un côté avec le t-shirt et la cape, et puis il disait voilà, à tout à l'heure, hop, il disparaissait. Et puis l'autre qui se prenait les pieds dans le tapis, ou qui
qui n'arriva pas à ouvrir la porte, tout ça. Ça m'avait beaucoup amusé. Et j'ai pris ce doublage qui a duré, puisque j'en ai fait 3 tout de même. J'ai pris ça comme on prend un jouet d'enfant. Voilà. C'est-à-dire que Superman, c'était pour les enfants, quoi. C'était pour les enfants. Bon, j'étais déjà plus un enfant, hélas. Mais donc, je me suis dit, je vais faire comme les enfants. On dirait que je suis Superman, et je suis Superman. Voilà. Et je suis devenu, toute proportion gardée, Superman. Mais j'ai pu être en face de ce personnage et m'amuser avec lui. C'est-à-dire que je ne pouvais pas me retirer du doublage. Il fallait que les lèvres coïncident. Mais je pouvais quand même avoir la liberté, surtout d'ailleurs dans Clark, de m'amuser, d'être parfois plus caustique que lui-même avec ce personnage dont on pouvait se moquer gentiment parce qu'il était gracieux et en même temps si maladroit que ça nous rappelait ce que nous sommes. Voilà. C'était compliqué de trouver justement par la voix cette dichotomie en fait et de vraiment insuffler en fait 2 personnalités assez différentes et que vous ne pouviez faire en fait qu'avec votre voix puisqu'on ne vous voit pas jouer vous. Oui, mais c'était pas si compliqué que ça parce que au fond c'est un état d'esprit. Il suffisait que ma voix soit, comment dire, plus ferme, plus nette, plus droite, comme il l'était lui, avec ses pectoraux, son machin, sa cape. Bon, il s'envolait, il pouvait pas se taper le mur. Vous voyez, donc c'était voilà. Et Clark, lui, il était brinque-ballant, si on peut dire, mal à l'aise avec ce corps avec lequel de l'autre côté du personnage il était si parfait que l'inflexion de la voix n'était pas si difficile à trouver. Elle était comment dire, plus hésitante, il se cassait le cerveau sur les mots. Donc il suffisait d'avoir une voix un peu plus aiguë et plus hésitante, et puis voilà. J'ai mis 2-3 prises à le trouver, et puis je l'ai trouvé. Voilà. Non pas parce que je suis un génie, mais parce qu'il était lui tellement bien que c'était pas si compliqué que ça d'entrer dans sa peau. Voilà. Le documentaire, il évoque aussi la difficulté qu'a eu Christopher Reeve à retrouver ensuite des rôles parce qu'il était identifié comme Superman. C'est un truc qui vous a parlé peut-être justement du fait de vivre une carrière en évitant justement de tomber dans un seul type de personnage ou de profil? Bien sûr, c'est-à-dire que Reeve, il était intelligent. Il a d'abord eu un succès énorme, colossal. Avec le premier Superman, on ne le connaissait pas à l'époque, on ne voyait pas qui c'était. Donc il a été une révélation. Simplement, comme un certain nombre d'acteurs qui sont plus exigeants, non pas que Superman était un matériau quelconque et de série B. Il a magnifiquement incarné, c'était formidablement fait, en plus alors avec des procédés techniques qui étaient extrêmement brillants à l'époque. Bon, mais il a été très content. Puis quand on lui a proposé le deuxième, il s'est dit, bon bah oui, alors... Puis après, on lui en a proposé un troisième, et il s'est dit, non, je ne peux pas rester enfermé dans ce personnage-là, même s'il est formidable, même s'il a du succès, parce que, d'une certaine manière, un acteur digne de ce nom, c'est pas parce qu'il est confronté à un succès, pour ne pas dire à un triomphe, il ne doit pas chercher quelque chose d'autre qu'il habite et qui n'a pas encore eu l'occasion de le montrer. Donc, il n'a pas abandonné Superman. La dernière fois, je crois, sur le troisième, me semble-t-il, il a accepté de le faire à condition d'avoir voix au chapitre pour le scénario. C'est-à-dire, peut-être de mettre des choses un peu plus profondes dans le personnage, plutôt que comme un simple personnage d'aventure, comme c'est Iconoclaste, où il y a moins d'arrière-plan. Sans doute voulait-il mettre des choses un peu plus intimes, un peu plus intimistes, un peu plus complexes, voilà. Et ça, on peut le comprendre. Et puis après, il a tourné d'autres choses. Il a tourné avec James Ivory, il a tourné quelque part dans le temps avec Janos Vark. C'est un très joli film. Vous l'avez vu? Non, vous l'avez c'est ça. Il n'arrête pas le progrès, cette génération. Bon. Voilà, très joli. Bostonienne. Bon. Il cherchait aussi de quoi se nourrir autrement, sans oublier Superman. Il n'a jamais... C'est son honneur d'acteur. Il n'a jamais méprisé ce qu'il faisait, et en particulier quand il faisait Superman. Il a toujours été au sommet de ce qu'il pouvait produire de lui dans ce matériau-là. Toujours. Voilà. Après, il a eu besoin de se promener. Il voulait pas, j'ai dit 10 fois, il voulait pas vivre une vie de vieux couple avec lui-même. Donc,
Il s'est embarqué avec ce qu'il contenait et qui n'était pas que ça. Donc il a voulu se... Vous savez, quand on est acteur, la première des choses, quand on est acteur, il faut s'identifier. Savoir qui on est. Si on ne sait pas, c'est valable pour tous les êtres humains, si on ne sait pas qui on est, qui on va être, et ce qu'on peut faire avec ça, on ne peut rien foutre dans la vie, qu'on soit acteur ou pas. Donc déjà, il y a la manière de s'identifier. Mais s'identifier, moi, j'ai mis 10-12 ans avant de comprendre ce que j'étais, avant de comprendre ce que je pouvais faire avec. Donc, c'est cette envie-là qu'il a eu aussi. Alors, c'était pas un Stanislavskien, hein, mais, à mon avis, il a été dans un cadre dramatique qui n'était pas l'acteur studio, mais ça devait être une sorte d'enseignement qui était parallèle. Et donc, il s'est dit, étant qui je suis, je veux bien ça, mais je veux ça aussi. Et en tout cas, je veux m'y colter pour voir ce que je peux en faire et ce que je peux être. Bon, c'est exactement ce qu'il a fait. Et il est très touchant, ce personnage, Christopher Reeve, parce que il a fait des choses que beaucoup d'acteurs n'auraient pas pris le risque de faire. Beaucoup d'acteurs seraient dit, bon, ben voilà, allez, hop, je suis là, c'est impeccable, formidable, je suis très populaire, je fais des succès, je gagne beaucoup d'argent. Bon, il y a des tas de gens qui se seraient contentés de ça. Bah, lui, fait partie de la classe de ces acteurs qui disent, bon, c'est très bien, je ne méprise pas du tout ce que je fais, mais je peux aussi faire autre chose. Et il avait besoin de cet oxygène-là, de ne pas être enfermé dans une chose qui vivrait pour l'éternité. Quand les réalisateurs de ce documentaire vous contactent pour vous rappeler ce souvenir qu'a été le travail sur Superman, qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là ? Est-ce que vous vous dites « Oh, c'est vrai que j'ai fait ça il y a très longtemps » ou est-ce que vous avez encore en vous justement la flamme un peu Clark Kent, Superman qui demande qu'à se réveiller ? D'abord, quand on me propose ça et qu'on me fait comprendre que ce serait bien que ce soit moi, je suis très fier et très touché qu'on ait envie que ce soit moi. Ce qui voudrait dire que d'une certaine manière, alors que je les ai prévenus que je n'avais plus la même voix, ils me disent « Non, c'est pas le problème ça. La voix de Superman, c'est vous. » Bon, très bien. Enfin, ça fait longtemps, oui, on s'en fout. Voilà, il faut que ça soit vous. Très bien. Je l'ai fait avec, j'espère, assez de conscience professionnelle et beaucoup de plaisir. Qu'est-ce que ça dit ? Ça dit que, bon, sans doute, j'ai pu marquer, leur génération à eux, disent que pour eux, Superman, c'est moi, avec ma voix. Voilà, ils l'ont vu comme ça. Bon, vraiment, je ne peux pas être plus flatté que ça, quand même. Hein ? Ça veut dire que une partie de mon travail traverse le temps avec moi. Bon, ça n'est pas un souvenir. Vous savez, au bout d'un moment, je ne sais plus qui disait ça, cette phrase terrible, à partir d'un certain moment, ce qui nous reste à vivre, c'est ce que nous avons vécu. Christopher Reeve, Superman, je l'ai vécu, ça fait partie de ma vie, je ne peux pas le rayer d'un trait de crayon sous prétexte que je suis plus âgé maintenant et que je fais autre chose. Ce que j'ai aimé, ce que j'ai défendu, c'est toujours là. Les acteurs, ça se trimballe avec des valoches dans la vie. Et quand ils en ont besoin, ils l'ouvrent et ils choisissent. Ils vont chercher le matériau dont ils ont besoin pour être touchés, pour faire rire, tout comme ça. C'est comme ça. C'est les seuls qui font ça comme ça. Moi, j'ai enterré mon père et ma mère des milliers de fois parce que j'avais besoin de me déchirer l'âme, qui est un mot que j'emploie à longueur de journée alors que je suis athée, mystique mais athée quand même. Donc tout ça, on embarque ça avec sa vie parce que c'est ce qui nous nourrit. Voilà. Use it, sers-toi de toi. Je me suis servi de moi pour être lui. Je ne peux pas l'oublier. Donc c'est un souvenir vivant. Voilà. Je ne veux pas de souvenir, sauf si il ressemble à la vie à venir, pas à celle qui est passée. Celle qui est passée d'une certaine manière, elle est passée. Bon, lui, il n'est pas passé. Ça m'a rebranché les batteries. Ça ne veut pas dire qu'elles étaient éteintes. Ça veut simplement dire que c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a encore du succès. Pour ça qu'il y a encore des gens qui ont envie de revoir Superman, de le revoir lui dans Superman, quelquefois avec ma voix. Parce que c'est comme ça. Il y a des choses qui ne s'éteignent pas. Donc, c'est un souvenir vivant. Donc, je ne peux pas effacer ça. Et quand on m'a demandé de le faire, j'ai fait ma mijaurée en me disant « Mais je n'ai plus la voix, je n'ai plus l'âge, tout comme ça. » Mais en réalité, j'étais très content qu'on vienne me chercher. On se fait désirer un petit peu. Et c'est vrai que c'est un documentaire qui aborde la vie de Christopher Reeve en tant que Superman, sa poursuite de carrière, mais aussi avec le terrible accident qui lui est arrivé. Et il y a quand même cette archive qui est assez incroyable d'une de ses dernières interviews données de son vivant. Un fauteuil roulant et avec son visage magnifique d'adolescent et tout le reste du corps meurtri. C'est ça. Je veux juste un peu savoir comment on le ressent quand vous redonnez votre voix dans ce documentaire et que, alors j'imagine que vous connaissiez tout, vous aviez suivi le destin de l'acteur. Bien sûr. Qui est assez extraordinaire d'ailleurs, c'est qu'il a joué avec Superman
un héros indestructible. Et puis, la vie a décidé qu'il ne le serait plus indestructible. Et il est devenu destructible. Donc c'est un destin étrange, comme si la mort se vengeait d'avoir un être vivant si puissant et si emblématique. Elle est sans pitié, la mort. Alors là, il s'est battu comme un chien. Et il a d'ailleurs sûrement cru qu'il allait s'en sortir à un moment ou à un autre, et puis à un moment ou à un autre. Et ça n'a pas pu. Mais la dernière fois qu'on le voit, il est dans ce fameux fauteuil roulant, et il a toujours ce visage enfantin, très beau, qui est diaphane, il n'y a pas de rides, rien du tout. Et il y a ce corps meurtri qui est comme un chancre en dessous du visage. Voilà. Ça veut dire que le visage de Superman est indestructible. Le reste, il arrive à ce reste, ce qui nous arrivera à tous. Ce qui survit de lui, c'est ça. Il est encore là et pour des générations entières. Parfait. Merci beaucoup, Pierre Arditi. Merci les petits jeunes.